Je pars toujours du principe dans ma vie de tous les jours, quelqu'un sait faire quelque chose, je peux l'apprendre. Et en fait, dans la réno, je me suis rendu compte que c'était sensiblement la même chose. Alors, il y a des trucs plus ou moins techniques, mais s'il y a quelqu'un qui peut venir chez toi, que tu peux payer, qui peut le faire, si tu as du temps et que tu te poses un peu et que tu prends vraiment le temps et que tu te formes, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Le piège de la réno, c'est que c'est pas fini. C'est jamais fini et en plus, tu ne gères que des merdes. Honnêtement, Julien, toi et moi, à 18 ans, on aurait loué ce bien pour faire une fête dedans. Ouais. On aurait fait une folie. Zéro respect. Non. Zéro respect. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Paul Barnier pour la deuxième fois sur le podcast. Alors si la première fois on avait parlé de MLM et de marketing de réseau, cette fois-ci on va parler de réseaux sociaux. Paul Barnier, c'est plus de 250 000 followers sur Instagram, plus de 300 000 sur TikTok et plus de 40 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Tout ça, ça l'a aidé vraiment à comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, comment monétiser tout ça, collaboration, sponsoring, dotation de produits et vraiment rémunération. Comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui? Comment faire sa place sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a encore de la place pour tout le monde? Il va nous l'expliquer dans cet épisode. Et Paul Barnier, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a été connu sur les réseaux grâce à un gros projet de sa résidence principale qui s'appelle La Grange. Je vous invite à écouter cet épisode avec attention ou à regarder la vidéo également avec tout autant d'attention pour comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent et surtout comment tirer son épingle du jeu. A priori, vous le verrez, il y a quand même de la place pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage et surtout, partagez, likez et commentez ce contenu autour de vous parce qu'il est toujours gratuit et spécifiquement adressé à vous qui nous regardez ou nous écoutez régulièrement chaque semaine sur Moneytree. À bientôt, ciao ciao. Salut Paul Barnier. Ça va? Ça va et toi? J'allais dire salut Julien. Écoute, je suis content de te recevoir ici dans ce studio qu'on est en train de lancer, qu'on vient de finir. On a enregistré un épisode ensemble il y a, je pense, 1 an et demi. Ouais, une bonne année et demie, je pense. On était au début du chantier, je crois, à la maison. Ouais, chez moi. Ouais. Et chez toi. Chez toi Et chez moi. Aussi. Les deux, on était au début tous les deux, carrément. Ouais. C'est vrai, ouais, donc c'était été 2022, je pense. Je pense que ça devait être été 2022, fin d'été 2022. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, on s'en fout en fait. C'est pas grave, on s'en fout. On avait envie vraiment de savoir presque la date si on avait pu. Qui est le sens du détail. Non, en fait, je suis content de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va parler déjà, on va faire un petit update de ta situation parce qu'elle a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué depuis, c'est clair. Depuis cet enregistrement, on avait fait un épisode. On vous mettra d'ailleurs le lien de l'épisode dans la description si vous voulez aller réécouter. Paul se présentait et présentait aussi pas mal ses activités autour du MLM. Exact. On a parlé de voitures aussi, on a parlé de choses. C'était un bon épisode. Ouais, cool à sympa. Faire. Un des premiers pour moi podcast d'ailleurs. Ouais. Mais très plaisant. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu la mise à jour. Donc, où t'en es sur la partie MLM, où t'en es de ta réno, la fameuse grange. Qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on va parler de réseaux sociaux, justement. Ouais. C'est aussi le cœur de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de parler de réseaux sociaux. Comment Déborah, qui est ta conjointe, et toi, vous avez pu aussi exploser sur les réseaux grâce à cette rénovation. Même si tu avais une petite communauté, tu nous le diras, avant, autour du MLM. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Elle a complètement changé. Et surtout, comment, aujourd'hui, vous arrivez à faire des dizaines de millions de vues sur vos réels. On en parlait juste avant l'épisode. Tu montrais un réel, 15 millions de vues, 10 millions de vues. C'est monstrueux. En une semaine, c'est monstrueux. Et voilà, comment on arrive à ça. Comment aussi, aujourd'hui, tu as structuré une formation pour accompagner les gens qui voudraient se développer sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup. On a tous de l'ego. Non, mais c'est vrai. On a tous de l'ego. On est tous dégoûtés quand nos trucs font 3 vues, un like, et voilà. Peu importe l'échelle à laquelle on se trouve. N'importe, on est toujours dégoûté qu'il y ait des gens qui arrivent à le faire mieux que nous, en se disant mais il est pourri ce contenu pourtant. Ouais, exactement, c'est souvent ça. Moi je fais un truc quali et tout. Je t'avoue, moi je suis aussi frustré sur des choses. D'ailleurs, on parlera aussi de YouTube qui est quand même un truc à part aussi. Tu vois, je trouve que c'est assez compliqué. Pour moi, c'est un réseau qui est, on va en parler après, mais 100% indépendant des deux autres. Que je dis deux autres, TikTok et Instagram, et qui pour le coup est très frustrant, je trouve. Enfin pour moi en tout cas, très frustrant. Ouais, je pense aussi ça peut être très très frustrant rapidement et tu peux vite un peu perdre patience et du coup abandonner. C'est aussi ça, je pense. Tu nous en parleras sûrement, mais je pense que l'abnégation c'est essentiel aussi. Sur les réseaux, c'est primordial. En plus, on a accès à tellement d'infos très vite et on peut tellement encore plus vite se comparer qu'avant dans certains domaines. Si on parle d'immobilier rapidement, mais
Pour trouver d'autres marchands de biens, etc., t'en trouvais pas 50 en 30 secondes. Ouais. Sur les réseaux, aujourd'hui, tout ton téléphone, t'as 150 personnes à qui te comparer. Tu passes 1 heure à scroller, t'as 150 raisons d'arrêter. C'est vrai. Ou 150 raisons de te mettre le feu et de continuer. Mais il y a beaucoup de challenges encore plus vite sur les réseaux aujourd'hui. Les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. C'est vrai. Ouais. Du coup, si on refait le topo, t'en es où aujourd'hui sur la partie MLM? Alors, j'en suis où? J'ai complètement arrêté. Ok. Ouais, en fait, quand on s'est vu en juillet 2022, j'en ai parlé rapidement de toute façon sur le podcast, que c'était un domaine, moi, qui a changé ma vie, clairement, de A à Z. Et j'ai eu un élan de fatigue en plus. Alors, ça m'a permis de faire toute ma réno quand même, puisque cette liberté de temps que j'avais acquis après presque 10 ans de marketing de réseau, d'avoir une équipe qui tourne, ainsi de suite, ça m'a permis de faire la rénovation de toute ma maison tout en continuant à garder mon activité et des revenus. Donc, c'est quand même je vais pas dire une chance, mais un confort énorme d'avoir pu bosser presque 2 ans de chantier sans trop me préoccuper des rentes financières. Et c'était quand même pour ces raisons-là que j'avais démarré cette industrie et de pouvoir avoir du temps. Bref. Et en fait, j'ai été beaucoup déçu sur mes anciennes compagnies de marketing de réseau par les sociétés en elles-mêmes et par la gestion de l'entreprise. C'est des boîtes qui sont souvent américaines et j'ai ce défaut peut-être d'être trop gentil et de croire que tout le monde est bon, tu vois. Tout le monde a l'intérêt, que c'est pour faire évoluer tout le monde, etc. Et en fait, je me suis heurté plusieurs fois à la réalité du business pur et dur, si on doit dire ça comme ça. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais où en fait, les gens ne font pas que les choses parce que c'est bien ou parce que c'est pour aider les autres. Et c'est vrai que dans le marketing de réseau, il y avait beaucoup cette image mise en avant. Je dis pas que toutes les compagnies sont pareilles, bien évidemment, mais qu'on est là pour aider les autres, pour les accompagner, pour les sauver, etc. Et qu'en fait, quand tu creuses un peu plus, c'est ce qui est normal, en fait. J'ai pris de la maturité, je dirais, sur ça. En fait, il y a 95% des choix qui ne sont pas pris dans un but collectif, mais individuel. Et en fait, en tant que chef d'entreprise aussi, quand tu relativises 2 minutes, c'est presque normal. Tu ne peux pas faire vivre ta boîte juste pour aider tout le monde et que ta boîte ne tourne pas. Mais bon, ça a été beaucoup de déceptions, bref. Et sur les derniers temps, la boîte avec laquelle je travaillais, ça a été racheté, ça a fusionné. Et il y a eu beaucoup de choix stratégiques qui me dérangeaient. Moi, j'ai rejoint une boîte, si tu veux, à l'époque. On va passer très rapidement dessus, mais la boîte que j'ai rejointe, la dernière, était centrée sur le distributeur, avec une charte des droits, plein de choses mises en avant, etc., plein de promesses. Et après tous les rachats et toutes les fusions et ainsi de suite, en fait, cet intérêt que le distributeur soit au centre du business, qu'on était les décisionnaires de la boîte, ça a complètement disparu, avec plein d'évolutions, de trucs, suppression de produits du jour au lendemain sans prévenir, enfin, plein de choses comme ça, où quand tu développes un business, tu peux pas travailler comme ça. A fini de me dire, je pense que j'ai fait mon temps. Tu vois, j'ai tiré les 10 ans, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, j'ai gagné tout ce que j'ai pu gagner. Et je pense qu'avant de m'en dégoûter, d'être vraiment, d'en avoir marre, j'ai dit, il faut que je mette un point maintenant d'honneur à stopper. Je garde que le positif, j'arrête aujourd'hui et je laisse la place aux autres pour faire leur business. Même si, tu vois, régulièrement, j'en parle avec Déborah. Je crois que les meilleurs souvenirs que j'ai d'un point de vue même business, mais vie, je les ai dans cette industrie. On a vécu des trucs, on a voyagé dans le monde entier. Tu voyages en groupe souvent de 50, 100 personnes qui sont des gens très proches. Tu fais des voyages... Très motivés. Très motivés, il y a beaucoup de motivation, c'est beaucoup à l'américaine. Donc, tu vois, tu vis des choses vraiment extraordinaires. Et que je ne suis pas sûr que je revivrai à cette intensité-là. J'avais 25 ans, on faisait le tour du monde et on gagnait très bien notre vie avec des potes. Je veux dire, sur le papier, tu mets tout, il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Mais c'était le moment d'arrêter. Et Déborah, elle a continué, elle ? Déborah, alors, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais elle te dirait qu'elle continue. Ok. En fait, elle fait un petit peu de vente, si tu veux, elle fait encore un petit peu de management d'équipe, puisqu'elle a encore des équipes qui tournent. Donc, elle te dirait qu'elle continue. Ok. Moi, je me moque un peu d'elle, parce que l'intensité de travail par rapport à celle qu'on avait, on a travaillé, tu sais ce que c'est, du lundi au dimanche, de 8 à minuit tous les jours. Et aujourd'hui, elle le fait... une fois par mois de temps en temps. Ok. C'est le confort de ce métier. C'est le confort de ce métier aussi, de pouvoir le faire en fait que du complément, du revenu, du plan de carrière. Tu le développes comme tu veux, t'as pas de patron derrière, donc tu fais ce que tu veux en fait. Et comment ça se passe quand t'arrêtes ? Tu peux revendre un truc ? Comment ça se passe ? Officiellement, les très grosses licences sont vendables. Tu peux les vendre en fait si tu veux. En fait, mais dans les faits, souvent un leader d'une boîte comme ça, quand il part, son réseau part ou switch ailleurs, etc. Okay. Parce qu'en fait, on dit beaucoup qu'on suit l'homme avant l'entreprise dans cette industrie. Donc, c'est délicat d'avoir monté une industrie, enfin, un réseau de centaines de milliers de personnes et de dire j'arrête. Ah oui. Moi, aujourd'hui, j'avais mon réseau qui était quand même bien moins conséquent qu'à l'époque. Donc, moi, j'ai stoppé. Okay. J'ai rien revendu, j'ai tout arrêté. Okay. Bon, souvent, les gens gardent la licence et ils la laissent mourir, en fait.
tu peux la laisser mourir petit à petit. Et il y a des gens qui ont des rentes à vie aussi, des très grosses licences qui officiellement n'ont pas arrêté, mais se concentrent sur... tu as beaucoup de gens qui font de la formation dans l'entrepreneuriat après ou des choses comme ça, parce qu'ils ont acquis un réseau, souvent aux US, beaucoup de développement personnel, beaucoup de réseaux, et du coup, en fait, tu utilises ça pour rebondir après derrière et garder les rentes. D'accord. Comme tout, il y a beaucoup de métiers où, encore plus aujourd'hui, 10 ans dans un métier en 2023, c'est long. Hein. Ouais, carrément. En 2024, du coup. Carrément. C'est quand même long. Ouais, avec toutes les sollicitations, les opportunités qu'il peut y avoir, la dynamique. Tu as envie de switcher souvent, au bout de 2 ans, tu as envie de passer à autre chose. Ouais. Donc déjà, y avoir fait 10 ans, je suis très content. Je pense que c'était le moment d'arrêter. Ok, bon. Donc ça, c'est fini. Finito. La grange, on en est où de la grange, cette fameuse grange? Alors pour ceux qui le savent pas, effectivement, donc Déborah et Paul ont acheté une vieille grange pourrie. Ouais, c'est ça. Grange pourrie. Un tas de pierres. Voilà, un tas de pierres, mais de la belle pierre pour le coup. Ouais. De la belle pierre, comme on sait le faire par chez nous en région toulousaine. Hein, on a la chance d'avoir des très 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 beaux bâtiments. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Et vous êtes lancés corps et âme à fond, tous les deux, dans un projet d'auto-rénovation, un peu, parce que finalement... On en a fait beaucoup. Vous mettez quand même pas mal la main à la pâte. Ouais. Et tu peux nous dire en quelle année vous avez acheté? On a acheté, si je te dis pas de bêtises, on a démarré les travaux en février. Là, on est en 2024. Donc, on a démarré les travaux en mars 2022. Et donc, nous, on s'est positionné entre 2020 et 2021. Ok. Démarrage Covid à peu de choses près, au meilleur, il n'y a pas de meilleur timing, mais un très bon timing d'un point de vue réno, parce que les biens n'étaient pas encore ce que ça coûte aujourd'hui dans nos types de biens. Il y en avait beaucoup sur le marché. On a eu de la chance d'avoir des très bons taux d'intérêt en plus à ce moment-là dans l'emprunt. Enfin, tout s'était bien matché. Alors nous, je dirais pas quand même auto-réno, parce qu'on a fait quand même tout le gros œuvre et une grosse partie. Ouais. Nous, on a pris la maison, si tu veux. Tous les extérieurs, c'est nous. Et on a pris la maison après le placo. Ok. Tous les aménagements des pièces. On y a fait beaucoup du taf, de boulot. Mais on va dire on a eu la chance de l'avoir budgété correctement. Et pour moi, c'était hors de question de faire un projet qui dure 5 ans de réno à subir notre projet. Nous, on l'a vraiment pris. On a subi certains jours, mais on voulait le prendre avec le plaisir de venir bosser et de se dire on va sublimer cette pièce maintenant qu'elle est montée. Oui. Et puis, il y a plein de choses que je ne savais pas faire. Enfin, donc, gros œuvre, plomberie, vous avez délégué, et on a récupéré tout le reste. Et vous êtes gardé les peintures. Les peintures, les aménagements des pièces, les sols, les salles de bain, les toilettes. Ouais, et puis bon, vous avez fait béton ciré. Enfin, c'est pas la pose de parquet flottant, tu vois. Oui, on a fait un gros chantier quand même. Il y a du taf quand même. Et on a démarré avec un projet à 480 mètres carrés, quoi. Ouais, costaud. Alors, c'est un très beau projet. Déjà, plutôt que d'en parler à la fin, moi, j'aimerais... Tu peux nous partager peut-être tes pages de réseaux sociaux où on peut aller suivre le projet, parce que je trouve que c'est un projet intéressant en matière de rénovation pure. Alors nous, c'est mon Instagram, TikTok et compagnie, c'est Paul Barnier. Vous tapez ça, vous trouvez tout. Déborah, c'est Déborah-HBR. Et sur YouTube, c'est Déborah et Paul Lagrange. Vous pouvez pas tomber. Si vous tapez Paul Barnier Lagrange, en général, vous tombez sur les réseaux. Je pense que là, en termes de référencement, il n'y a pas de sujet. Niveau Grange, on a réussi à se placer correctement. Mais ouais, on a essayé de... Nous, moi, je connaissais un petit peu le métier, si tu veux, mais j'ai voulu... Je pars toujours du principe dans ma vie de tous les jours que s'il y a quelqu'un sait faire quelque chose, je peux l'apprendre. Et en fait, dans la réno, je me suis rendu compte que c'était sensiblement la même chose. Alors, il y a des trucs plus ou moins techniques, mais s'il y a quelqu'un qui peut venir chez toi, que tu peux payer, qui peut le faire, si tu as du temps et que tu te poses un peu et que tu prends vraiment le temps et que tu te formes, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Évidemment, tu seras moins bon et peut-être moins rapide, mais par contre, à la sortie, tu peux arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Et c'est sur cette philosophie-là qu'on s'est basé tout le temps dans notre business, ou après sur la partie grange, et on a démarré comme ça, et puis après on a dit go, on a envie de faire quelque chose, on a essayé de sortir un peu de l'ordinaire et de se dire c'est la maison de nos rêves aujourd'hui, on ne se fixe pas de limite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire vraiment ce qui nous plaît au maximum? Donc certaines choses on met plus de temps parce qu'on n'a pas le budget, et certaines choses on peut envoyer plus vite, et on développe ça petit à petit. Donc où on en est pour ta question de tout à l'heure? La grange est... Si je dis fini, Déba me reprendrait. Elle dit pas du tout, c'est pas fini. J'ai pas l'impression que ce soit fini non plus. Toute la partie habitation est bien avancée. On finit la deuxième salle de bain à l'étage. Il nous reste le cellier à faire et la cave. Et après, on aura... Donc là, c'est futur garage. 180 mètres carrés de garage à aménager. Il en faut des voitures. Là, il en faut des voitures. Le problème que j'ai, tu vois, avec la grange, parce que je suis passionné de voitures, on en avait parlé sur le premier podcast, c'est que pour le moment... 95% de mes revenus ils vont dans la maison. Donc je vais avoir un beau garage sans voiture. C'est pas grave. Donc je pense que je vais peut-être switcher un peu quand même à faire un garage un peu moins beau et repartir un peu dans l'automobile.
Bref. Moi, je verrais bien un vieux tank de l'armée, tu vois. Ouais. T'as la place. J'aimerais bien. Vois, Non, moi, ce qui me ferait rêver là, c'est une vieille américaine. Tu Ouais. vois, un vieux Dodge ou un truc Pas comme ça. en voiture, tu parles de voiture. Ouais, ouais. Pas un tank. Une vieille américaine de 80 ans. Génial. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Je sais pas, ça a toujours été mon kiff. Tu sais quoi, ça me fait penser, je peux utiliser un peu ma machinerie, tu vois. Ah non, ça marche pas. Putain, Ça marche pas. C'est bugué. Tu voulais mettre ta blague pourrie. Ouais, je voulais mettre. Ah, c'est bugué. C'était pour toi la blague pourrie. Ouais, c'est vrai. Dommage, j'avais bien envie de le. Ouais, j'aurais pu le mettre. Non, pour la petite histoire, j'ai des petits sons enregistrés que je peux utiliser, dont un son vraiment quand quelqu'un fait une blague pourrie. Je voulais me l'auto-mettre. C'est vrai que une vieille américaine, une voiture. Et ouais, je peux plus. Bon, c'était pas mal. Mais c'était très spontané. Ouais. Et non, là, on attaque l'extérieur pour le coup. Alors, je sais pas exactement quand l'épisode va sortir, mais nous, 31 premier 2, donc mars-avril, on attaque le terrassement extérieur et donc tout le projet dehors. Ok. Donc, pour l'été, là, pour être prêt pour l'été. Mon objectif, au moins cet été, ça serait d'avoir nos 2 terrasses. Ouais. On a 2 terrasses à 2 niveaux différents et la piscine. Ok. Et je vais me chauffer. J'aimerais faire. On fait un bras zéro à niveau piscine, donc enterré. J'aimerais pouvoir avoir au moins, même si tu sais, c'est pas tout enduit, magnifique, etc., pouvoir au moins faire l'apéro là. C'est mon challenge de cet été. Cool. Franchement, beau projet. Et cool. si c'est à la hauteur, et ça le sera de l'intérieur, franchement, ça va être top. Tout donner en tout cas pour. Et on a la chance d'être bien entouré aujourd'hui quand même au niveau aussi bien marque qu'artisan. On a quelques artisans aujourd'hui qui viennent travailler sur la journée. Ouais. Moi, ça me permet de travailler avec eux. Ils sont ouverts dans cet esprit-là, donc c'est cool aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'artisans qui veulent pas. Oui. Et moi, en fait, je travaille avec eux sur la journée. Comme ça, je me forme en parallèle. Je les paye sur la journée. Ouais. Et j'apprends le métier. Et du coup, ça me permet d'avoir sur certains points techniques. Tu vois, par exemple, la piscine, c'est moi qui fais tout. Mais le jour du coulage, j'en ai un maçon qui vient avec son équipe pour que je puisse bosser avec eux. Je suis le manœuvre, si tu veux. Ouais. Mais pour le coup, ça me dérange pas puisque t'apprends grave. T'imagines le gain en termes de valeur, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est top. Tu montes en compétences. Prochain projet, tu seras au top du top. Ouais, j'ai trop envie. Voilà. Enfin, au top du top, oui et non, parce que tu vas vouloir aller dans un truc encore que tu maîtrises pas forcément, pour en apprendre davantage et tout. Peut-être qu'on budgétera différemment. Tu vois, là, la grange où on fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi. Alors, parce que c'est notre job sur les réseaux, on y viendra après, mais aussi parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. J'aurais budgété différemment la grange, je te le dis, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Là, je le fais en disant c'est fun, c'est génial, mais les gens le savent, il y a plein de choses aujourd'hui où on se permettrait de ne pas le faire. Poncer les bandes de placo et peindre, jamais de la vie. Jamais de la vie. Genre, si demain je dois faire plein d'autres choses, je le fais, ça, je ne le fais plus jamais. C'est vrai que c'est ingrat, c'est long, c'est chiant. Et c'est ta finition. Ça veut dire qu'en plus. C'est ça que tu montres à la fin. Toute ta maison dépend de tes bandes de placo, quoi. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de ça. Je ne referai plus jamais. Pour gérer des chantiers toutes les semaines et en voir des archi pourris tout le temps, je peux te dire qu'effectivement, ça fait la diff quand t'as un jointeur qui est propre. Et c'est très difficile d'avoir en même temps un très très bon jointeur et après un bon end-user, un mec qui vient ratisser après. Si tu ratisses ton bien. Et puis ça fait un prix en fait qui est beaucoup plus cher que si tu fais toi tes bandes et que tu les ponces. C'est clair. Et tu dis je peux faire l'économie sur ça. Et là je le dis officiellement, je ne ferai plus jamais de bandes de placo et je le ferai faire. Et je vous invite vraiment à le faire pour le coup. C'est pour moi une économie que j'ai fait qu'il ne faut pas faire. Ouais, je suis d'accord. C'est des trucs, tout ce qui se voit franchement quand le sol pas vous pouvez faire, le parquet vous pouvez faire, ça s'apprend, les plaintes, les machins, les bandes à placo et le ratissage, mettez le budget là-dedans. Oui, parce que là ça se voit et c'est toi qui le crée. C'est pas le sol, bon, c'est le sol, tu vois, il existe déjà. Voilà. Là, tu pars de rien et il faut que ça soit beau. C'est clair. Donc, c'est quand même frustrant, mais très content en tout cas de ce projet de grange. Et là, on attaque du coup, je te dis extérieur. Moi, j'adore travailler dehors, donc ça me va très bien. Le projet de dehors dans quelques jours. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'y vivre, de revendre Écoute, on a pas mal fait bouger le sujet, puisque moi, j'étais quand même partisan de me dire est-ce qu'on part à l'étranger, vivre, etc. On en avait parlé un petit peu, on avait dîné ensemble, enfin déjeuné ensemble. Bon, on reste, du coup. Pour le moment, en tout cas, on reste. Okay. Dans mon idéal, on va parler objectif, puisque je suis assez tourné sur ça. Mon idéal, ça serait de pouvoir faire un autre projet en parallèle de celui-là. Et que cette maison devienne soit du shooting photo, soit de la location, tu vois, sur 1 ou 2 nuits, sur de la cousinade ou du truc comme ça. Sur du projet que très haut de gamme, par contre. Là, il faut sélectionner, là, parce que sinon... foutu. Moi, honnêtement, Julien, toi et moi, à 18 ans, on aurait loué ce bien pour faire une fête dedans. On aurait fait une folie. Zéro respect. Non. Zéro respect. C'est pas bien. Non, mais c'est pas bien. C'est le bien s'y prête. Mais dans mon idéal, en fait, j'aurais beaucoup de mal à me séparer du bien aujourd'hui, parce qu'on y a mis tellement d'énergie et de cœur dedans. C'est notre premier projet à cette taille. Honnêtement, je dirais pas non à une très belle proposition, évidemment. Je pense qu'il y a quand même un pas de recul où on se dit on est parti d'un projet qui a sur des tarifs très corrects et qui peut se valoriser, même si c'est difficile puisqu'il n'y a pas de
sur du bien à 400, 500 000 euros, en fait, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de biens. Ouais. Sur du bien comme nous, atypique, grand, dans des structures un peu comme ça, etc., ça a le prix qu'un mec va voir et dire je veux le mettre ce prix-là. Oui. C'est un peu difficile. Donc, aussi bien très valorisé, aussi bien tu affiches ça à 700 000 euros et tu le vends jamais. Donc, c'est assez délicat. Ouais. Bref. Je dirais pas non à une très belle propos, mais dans mon idéal, j'aimerais garder le bien pour le rentabiliser en fait avec de la loc, etc. Et de me dire que c'est toujours chez moi et que potentiellement je peux, si un jour je veux revenir dedans, enfin tu vois, j'ai vraiment, on a du terrain ça autour, reste on est bien. dans votre patrimoine à vous quoi. Dans mon idéal, oui. Après, je suis pas fermé. Ok. Bon. Et après, un autre projet où Deb rêverait de construire sur un autre projet. Ok. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Moi, je chasse les rénaux quand même. C'est autre chose, mais finalement ça va plus vite qu'une réno comme la tienne. Oui. On a tendance à dire que le neuf c'est long, il y a de l'inertie, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as zéro surprise sur le neuf. Quasiment pas. Zéro et c'est fini. Ouais. Le piège de la réno, c'est que c'est pas fini. C'est jamais fini et en plus, tu ne gères que des merdes. Parce que dès que tu grattes quelque part, ça s'effrite de l'autre, ou tu découvres un truc, ou machin, et voilà. Donc et encore qu'on a eu la chance d'être sur un bâtiment vraiment sain. Nous, on est arrivé, c'était un plateau, si tu veux, avec une toiture à refaire, mais tous les murs étaient bons, le sol était nickel. Alors, on a refait, mais on est arrivé sur une base où on n'avait pas de démolition. Oui. Et donc, quand tu arrives déjà dans un bien où il n'y a pas de démo... C'est vrai que c'est différent de quand tu achètes une maison ou un appart, où il y a eu des couches et des couches et des couches et des couches. Voilà, c'est horrible. Tu dis j'ouvre là, c'est pas un mur porteur, et tu ouvres, il y a 4 gaines électriques, il y a de l'eau qui passe, c'est un bordel. Des enduits, des couches d'enduits, des machins, des trucs, franchement. Moi, des étés cachés dans les placos parce qu'ils n'avaient pas fait de. Tu vois, plein de trucs. Donc on a eu cette chance de ne pas l'avoir, mais moi j'aimerais continuer à rénover puisque maintenant c'est ce qu'on sait faire. On n'est pas fermé, on n'est pas verrouillé à un truc basique. Alors est-ce qu'au départ de ce projet, vous aviez en tête de vraiment le médiatiser? Quand je dis média, c'est réseau, c'est pas sur TF1, on est d'accord, même si c'est un projet qui est carrément amené à passer dans des émissions. On a de la propos pour le moment, on n'est pas... Je suis pas encore ouvert à la télé. Ok. T'es un peu à la télé ici, tu sais, t'as vu le plateau. Par contre, c'est canon, on en parlera après, mais c'est ultra plaisant. Le level par rapport à la fois où je suis venu chez toi. Je dis pas que chez toi, c'était pas bien. Chez moi, c'était du camping. C'était du camping. Mais c'est vraiment un confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, sur tous les projets, je rebondis très rapidement sur ça, mais de potentiellement streaming, podcast, enregistrement de podcast et tout, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui peut proposer ça à Toulouse aujourd'hui, comme ça. C'est beau, on sent bien, on peut enregistrer. Après, c'est toi qui l'expliquera plus en détail sur tes réseaux, mais je me sens bien. Ça ne me dérangerait pas vraiment. Au contraire, même de pouvoir enregistrer. Alors, nous, c'est pas notre domaine, le podcast. Ouais, toi, c'est compliqué parce que tu vas me percer tous les murs, tu vas me fracasser tout. Si on rénovait ici, on faisait une porte. non, mais par contre, il y a vraiment matière et c'est très beau. C'est très beau et c'est très quali. Enfin, j'ai pas fait 40 000 podcasts, mais vous voyez pas les caméras qu'on a ici, et les micros, vous les voyez, mais on se sent dans du pro. Et du coup, c'est... Ouais, c'est ce qu'on a voulu faire, une offre qui est unique, effectivement. Voilà. Très beau. Mais... pour en revenir à ton projet à toi, est-ce que justement, je reprends la question, est-ce que vous pensiez avec Déborah au début médiatiser ce projet, oui ou non, et est-ce que vous vouliez en faire quand même une source de revenus? Alors, en étant au plus transparent, nous on bossait sur les réseaux depuis 7 ans grosso modo, on avait une très petite communauté, une très belle communauté déjà, j'avais 8000 personnes et Deb 20 000, donc c'est quand même énorme. Mais je dis petite par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, on savait ce qu'il fallait faire pour que ça marche, mais on n'avait pas de projet. On n'avait pas de niche vraiment pour pouvoir envoyer la sauce. Donc, pour répondre à ta question, oui, on voulait les médiatiser pour du souvenir. YouTube, pour moi, c'était vraiment le réseau où je voulais me rappeler par où on est passé. Tu vois, vraiment, déjà, nos têtes, on était plus jeunes, tu vois. Ça, c'est pas mal de le dire, mais c'est le cas. Et de voir les évolutions du projet où, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tout va très vite aujourd'hui. Et en fait, on voit beaucoup voilà où on est aujourd'hui. Oui. Et on a très peu de mal, encore moins avec les réseaux, à se rappeler par où on est passé, toutes les étapes, etc. Donc oui, je voulais le médiatiser. Est-ce que je voulais en faire une source de revenus? J'avais dans un coin de ma tête l'envie de le faire. Je pensais pas aussi vite et pas autant. Ok. Voilà, à l'époque de notre podcast, on avait commencé à développer déjà sur les réseaux. Et je disais déjà à l'époque que les réseaux, c'était sous-coté. Vraiment, c'était vraiment sous-coté. Aujourd'hui, presque 2 ans après,
pour moi, ça aurait dû avoir une explosion réseau. Pour moi, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire sur les réseaux aujourd'hui. Pas nous, je parle de façon générale. Oui. C'est encore trop sous-coté. Donc, pour répondre, je vais un peu partout dans tous les sens, mais je voulais en faire une source de revenus dans mon objectif ultime. Mais quand je démarrais le projet, tu vois, je disais quand même à Déborah tout le temps, non, mais moi, je fais pas de collab. Ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai arrêté mon métier de marketing de réseau pour me concentrer sur les réseaux sociaux et sur la formation réseaux sociaux. Donc, tu vois, tout change et tout évolue quand même. Je pense qu'il ne faut pas rester fermé. Mais il y a un potentiel extraordinaire. Ça vous a apporté quoi, vous, concrètement, sur ce projet-là, notamment cette visibilité sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, quand tu regardes en arrière? Du contact, déjà. Premièrement, on a eu vraiment la chance d'avoir de très belles marques. On va parler collab après, mais de très bons contacts et de beaucoup d'aide. Les gens sont vachement, en tout cas dans la réno, sont vachement ouverts à vouloir aider, à accompagner, à donner des conseils bienveillants. On était un peu dans l'automobile avant, incomparable. Donc, beaucoup de contacts, beaucoup d'avantages financiers en termes de réduction, de cadeaux. Il y a beaucoup de marques qui voulaient se placer sur le projet, même si on était au début. Tu vois, aujourd'hui, j'y viendrai après ça. Sinon, je vais repartir dans tous les sens. Et financier. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu sur l'année 2023. Ma boîte a tourné à 100% qu'avec les réseaux sociaux. Et on a vécu très correctement sur l'année 2023. J'ai fait, en fait, je te partage sans rentrer dans le détail, mais ma plus grosse année en termes de CA, et c'est 2023. D'accord. Alors qu'on a très bien gagné notre vie dans le marketing de réseau. Donc, très, 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 très bien. Là, tu parles effectivement de revenus. Donc, ça, c'est vraiment du revenu que vous pouvez utiliser pour vivre, etc., faire vos trucs, vos investissements, ce que vous voulez. Mais après, j'imagine que sur la maison, en soi, il y a aussi des avantages, avec de grosses économies d'échelle, peut-être, que vous avez pu faire. En fait, sur le projet jusqu'à aujourd'hui, on va dire, on n'a pas eu des énormes économies parce que beaucoup de choses étaient budgétées, payées, commandées, si tu veux. Donc, en fait, on avait, je vais dire, la majorité du projet qui était déjà acté. On a pu avoir des trucs style, je vais te dire une bêtise, la baignoire de la salle de bain qui devait être un modèle, je sais pas moi, je vais dire en 150 en plastique Leroy Merlin, qui est très bien, où on est passé sur de la pierre qu'on a pu commander, qui fait 1m70. Donc, on a amélioré certaines choses, mais on n'a pas eu des réductions, tu vois, de 30% sur le projet global encore. Aujourd'hui, avec l'extérieur, je le partage parce que il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça sur les réseaux, tu sais, dans la réno, qui n'osent pas dire qu'ils ne payent pas ou que... Alors qu'en fait, je trouve qu'au contraire. Moi, je trouve ça génial de pouvoir dire j'ai eu ce truc-là moins cher et j'ai été payé pour le faire. C'est extraordinaire. Bon, bref, c'est un autre débat. Pour l'extérieur, on monte le projet complètement différemment. On a monté le projet, on a fait les 3D et aujourd'hui, notre agence qui travaille pour nous s'occupe, elle, de travailler avec des marques, de chasser justement. Et dans ce but de pouvoir dire aujourd'hui, on va mettre un projet en avant. On peut travailler ensemble et on voudrait travailler avec, je peux citer, puisque j'ai travaillé avec eux, Philips Hue par exemple, qui est une marque que j'affectionne beaucoup. C'est une marque avec laquelle aujourd'hui on a travaillé dehors en leur disant on peut se placer ensemble, on peut travailler ensemble, voilà notre projet. Et du coup, là c'est incomparable, puisque maintenant on arrive avec et on a le poids. Quand on a démarré le projet, on a grossi petit à petit. Mais j'invite quand même tous les gens qui ont un projet de réno à monter ce genre de dossier. Tu vois, un dossier de voilà où on veut aller, voilà ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui veulent se mettre en avant. Et sur des créateurs de contenu un peu plus petits, sans que ça soit péjoratif, c'est extraordinaire pour les marques. Et justement, c'est quoi un petit... À partir de quand on peut solliciter, d'après toi, une marque? J'ai des gens, moi, qui à 7000 abonnés étaient payés déjà sur les réseaux. Alors, pas évidemment les mêmes sommes que sur 200 000, mais à partir de 7000 abonnés, si tu veux, tu as quelque chose qui existe aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu passer, de l'UGC. Non. C'est en fait des créateurs de contenu qui n'ont pas forcément d'abonnés, qui vont créer du contenu pour une marque. Et la marque le réutilise. Et en fait, ce qu'ont besoin les marques aujourd'hui, qui est très difficile à avoir, c'est des gens qualifiés. Ah, c'est User Generated Content. C'est ça. Et en fait, c'est difficile aujourd'hui pour une marque, je sais pas moi, une marque comme Shure, par exemple, de micro, de trouver 5-6 créateurs de contenu bons qui vont leur créer du contenu et qui savent le faire. C'est difficile de trouver un bon community manager ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, si vous savez créer du contenu, vous savez faire du montage, de la vidéo, ça vaut de l'or pour une marque. Donc même si vous avez peu d'abonnés, pour elle, avoir une belle story, une belle vidéo, ça leur fait dans tous les cas de la bonne image de marque et de la visibilité, puisque je dis petit créateur de contenu, on le sous-estime. 7000 personnes aujourd'hui avec 400 personnes qui regardent les stories, c'est 400 personnes qui regardent les stories. Il faut... L'influence, en fait, elle est là. La vraie influence, c'est pas le nombre de personnes, c'est pas que le nombre de personnes sur les réseaux. 400 personnes, c'est influent. 100 personnes sur une story qualifiée, c'est influent. Putain, il faut que je monétise mon truc. Non mais, t'imagines, aujourd'hui donner du conseil sur les réseaux, combien t'as soit sur... Moi j'ai à peu près 4000 sur Insta, 7000 sur LinkedIn. Voilà, alors 7000 sur LinkedIn c'est énorme.
4000 sur Insta, qualifiés. Ah oui, par contre, des fois, je fais 1000, 1200 vues sur une story. 25%, c'est énorme. Et surtout que tu vas avoir 1000 personnes qualifiées dans ton domaine. Alors oui, on pourrait dire si tu en avais 300 000, ça serait mieux. Ça paraît logique. Comme si tu as 300 000 euros sur le compte ou 4 000 euros sur le compte. C'est clair, ça change, c'est pas pareil. Mais pour le principe, avec 4000 personnes, tu as déjà du contenu quali. Une boîte peut-être de... J'ai pas d'exemple, je sais pas moi, tu aurais peut-être des boîtes en IMO qui seraient intéressées pour t'avoir en conseiller ou en banque. En banque sur du crédit, alors ils ne gagnent pas forcément d'argent, mais sur de l'assurance. Des boîtes comme, on peut les citer, on s'en fout, AXA ou Allianz, ou peut-être qui font du crédit IMO ou de l'assurance IMO. Tu serais quelqu'un d'ultra qualifié qui sait parler du sujet, qui va peut-être toucher que 1000 personnes, mais est-ce qu'il vaut mieux pas toucher 1000 personnes comme toi, ultra qualifiées, que 15 000 de quelqu'un qui sert à rien? Je suis pleinement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec le podcast. On a des sponsors. D'ailleurs, je les remercie. En ce moment, c'est ça compte pour moi, un cabinet d'expertise comptable en ligne. Bon, mais clairement, qui s'adresse à des gens qui font du LMNP, de la SCI, qui sont des entrepreneurs, etc. Et clairement, l'audience aujourd'hui du podcast est là. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de pousser des produits qui correspondent à l'audience, qui ne sont pas juste des produits rémunérateurs, évidemment. Mais puis c'est important parce que non mais voilà. Oui, acheter la cristalline. Donc, t'imagines, ils vont croire après. T'avais vraiment une collab avec la cristalline. Non mais c'est fou. Alors moi c'est vrai que j'ai tendance à le faire dès que j'aime le produit, je le pousse naturellement. Tu vois, j'attends pas qu'on paye pour le faire. Par contre, si je l'aime pas, je le dis aussi. Tu vois, donc je suis assez cash là-dessus. Mais je vois un petit peu ce que tu dis. Enfin, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Tu peux récupérer. Tu me parlais d'un réel qui avait fait 15 millions de vues en une semaine. Je t'ai dit combien ça t'a apporté d'abonnés. Tu m'as dit 18 000, comme ça, abonnés en une semaine. C'est énorme. Enfin, tu vois. Moi, je te dis j'en ai 4 000. Ça fait 3 ans que je galère. Tu vois. Je dis 18 000. Mais tu m'as dit attention, c'est pas la même qualité que mes followers qui sont là naturellement. Et voilà, c'est des mecs qui sont plutôt passifs. Ce qui est difficile en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que quand tu as un réel qui explose comme ça, c'est produire beaucoup de contenu après, très ciblé, pour garder les gens. C'est un peu comme si tu avais jeté beaucoup d'appâts, tu as attiré énormément de poissons, ok, maintenant que tu les as, il faut les pêcher. Et s'ils repartent, ils sont venus pour rien. Donc il y a beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, Insta devient un réseau de diffusion de contenu et pas d'engagement comme il était à l'époque. C'est l'envie en tout cas de partir dans ce sens-là. C'est quoi la différence pour ceux qui comprennent en fait, tu prends un réseau comme TikTok, Instagram, tu peux percer très vite. Mais les gens ne sont pas engagés à toi. Les gens consomment. En fait. C'est de la consommation. C'est passif, ça scrolle. C'est vraiment l'image du mec qui scrolle dans son lit, tac, tac, tac. Et qui regarde sans réel en 20 minutes. Le cerveau en vrac. Que YouTube, par exemple, ou le Insta de l'époque, on a encore beaucoup d'engagement sur Instagram, mais c'est différent. En fait, les créateurs de contenu qui, sur Instagram et TikTok, arrivent justement à être suivis, c'est très fort. Parce que Instagram, c'est quand même encore plus simple, mais sur TikTok, c'est très fort d'être suivi parce que... On peut consommer, je sais pas moi, 400 TikTok en 25 minutes. Donc 400 personnes. Donc c'est vraiment c'est deux réseaux différents. Et Insta devient un petit peu dans ce sens-là. YouTube va dans ce sens-là avec les shorts, qui sont les réels en fait de YouTube. Mais YouTube est encore un réseau à part où quelqu'un qui va sur YouTube, il va sur YouTube. Il va sur YouTube, mais en même temps, je trouve que tu es quand même assez sollicité aussi sur YouTube. Avec les vidéos, vite, une qui se termine, vite on t'en propose d'autres. Voilà, mais tu restes plus longtemps. Tu es plus attentif. Et souvent, tu fais quand même la démarche de... Sur YouTube, tu vas regarder quelque chose. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone ou ton ordi en disant, tu tapes podcast La Voûte Studio. Parce que tu veux aller voir ça. Et éventuellement, de là, tu rebondis. Sur Insta, tu ouvres ton Instagram ou ton TikTok et tu vas rien voir. Tu vas pas voir, tu peux, mais très rarement voir quelqu'un. Tu ouvres et tu regardes ce que Instagram te montre, en fait. C'est vrai. Et c'est là où où tu vas sur YouTube, on a 45 000 personnes aujourd'hui, contre presque 300 000 sur Instagram. L'engagement n'est pas le même. Même si sur Instagram, on a beaucoup d'engagement. Des fois, on fait 20 000 vues la première soirée. Il y a 20 000 personnes qui sont allées sur YouTube faire la recherche d'eux. On leur a rien montré. Pour voir la suite. Donc, c'est des réseaux différents. Je comprends. Et on le met où, Facebook, dans tout ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ont un compte Facebook. C'est vrai. Alors, je pense que c'est trop délaissé. Facebook, il y a une communauté énorme. Nous, on a une boîte qui travaille pour nous qui récupère nos vidéos YouTube, qui les monte et qui les diffuse sur Facebook. Il y a une communauté énorme aujourd'hui qui est mal exploitée par les créateurs de contenu sur Facebook, qui n'est pas la même génération en fait. Exactement. Et c'est une génération qui a un pouvoir d'achat plus important. Tati Michel, elle est sur Facebook. Et elle a du pouvoir d'achat.
et elle ne va pas sur Instagram, et elle ne va pas sur TikTok. Et souvent, c'est un peu le même réseau. Tati Michel, j'ai une tati qui s'appelle Michel en plus. Moi, c'est mon tonton, ça s'appelle Michel. Voilà, mais bon, le mien aussi. Tonton et Tati Michel qui sont sur Facebook, eux ne sont pas sur Instagram, ne sont pas sur TikTok, ont du pouvoir d'achat, regardent, et c'est un peu la même communauté, je l'associe un petit peu à la télé, moi. Les gens qui regardent la télé, c'est un petit peu la même communauté qui regarde Facebook. C'est vrai que ça devient un spin de regarder la télé. Non, mais en c'est soi, vrai, non, mais je suis d'accord. Et pourtant, c'est une communauté qui, pour le coup, est ultra engagée. Parce qu'ils ont, je pense, comme ils consomment différemment que nous, je vais dire, ils sont pas autant... ça passe pas aussi vite, il n'y a pas autant de trucs à voir. Et que je pense qu'ils créent une attache qui est plus forte encore. Donc Facebook, pour moi, je pense trop délaissé. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, le peu de fois où j'y vais, il y a tellement de pubs. C'est un truc de fou. Tu as plus de pubs que de posts de gens qui sont dans tes contacts. Dans ton contact, et on te propose de tout et rien. Donc, c'est difficile d'être dessus. Nous, on n'y est pas. C'est la boîte qui est pour nous. Je saurais pas, en fait, je sais pas par quel bout le prendre, alors que ça devrait être le plus simple. Ok. Si tu as justement des conseils à apporter aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, on ne parle pas d'influenceurs, on parle de créateurs de contenu. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est Booba qui a tué le mot influenceur avec ses histoires. En soi, c'est vrai que le but, c'est de partager du contenu sur un sujet sur lequel tu es légitime, ou en tout cas, tu te penses légitime, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont absolument pas. Et qui le pensent. Et qui le pensent, ça c'est le pire. C'est le pire. Alors on dit, j'ai bien répété cette phrase, mais on dit, j'ai pas exactement les mots, mais on dit que les personnes qui sont relativement intelligentes doutent absolument de tout, et les plus stupides ne doutent de rien. Donc en fait, c'est assez facile quand tu es un peu stupide, tu vois, j'ai 300 000 personnes de sur les raconter réseaux. de la connerie. Je fais partie de quelle case? Ah ça, je sais pas, mais en fait, si quand tu sors quelque chose, tu as des fois un doute sur le fait que, ok, bon, je vais peut-être pas le sortir parce que c'est pas suffisamment quali ou pro, Erreur etc. totale sur les réseaux. Donc, on est sur des plateformes aujourd'hui qui diffusent du contenu le maximum. Donc, à l'époque où on était dans un truc très quali, la télé par exemple, ultra quali, montage ultra quali, YouTube ultra quali. Je pense qu'aujourd'hui, il faut diffuser. Et on voit, je me moque beaucoup, il y a certains comptes, on ne les citera pas, catastrophiques, avec des gens catastrophiques dessus, qui font des 300, 400, 500 000 personnes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils ne disent pas est-ce qu'on va se moquer de moi, quelle est mon image, qu'est-ce que je vais dire, et ma tante, et ma soeur, et ma cousine, qu'est-ce qu'elle va dire. Ils s'en foutent, ils postent. Et du fait qu'ils soient naturels, qu'ils soient eux-mêmes, alors il y en a beaucoup qui sont suivis malheureusement parce qu'on se moque d'eux, c'est comme ça, mais ils en font une force au final. Tu vois. Donc, le meilleur conseil que je dois donner sur les réseaux sociaux, c'est faites-le. N'importe comment, faites-le. Il y aura, après, on parlera rapidement de la partie formation, mais pour moi, le meilleur apprentissage, c'est de faire, dans tous les cas. Et je pense que toi, dans ton domaine, dans l'IMO, partout, si tu avais attendu d'être le meilleur formé du possible avant d'acquérir ton premier bien, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'aurais toujours pas de bien. Et que de démarrer ton bien et les petites boulettes et les mauvaises signatures et les mauvaises clauses suspensives que tu as oublié de mettre et tous ces petits oublis-là, petit à petit, on fait qu'aujourd'hui, tu as le patrimoine que tu as, la connaissance que tu as. Donc, faire. Ouais, je suis d'accord. Ça rejoint un peu le fait d'être plus intuitif que réfléchi. Des fois, tu vois, c'est on y va, on réfléchit après. Alors attention, c'est pas bien tout le temps, hein, parce que tu vois, une fois que t'as sauté, t'as sauté. Hein, sur les réseaux, c'est moins grave, mais quand tu investis 500K. Voilà, ou si tu fais du saut à l'élastique, t'as oublié l'élastique. D'abord, tu réfléchis avant, t'as bien l'élastique, après tu sautes. Attention, les gars. Voilà. Mais ok, je vois le principe, oui, se lancer. C'est vrai que moi, quand je discute avec des gens, à ma petite échelle, hein, tu vois, mais bon, j'essaie d'être régulier quand même sur les réseaux. On me dit, mais putain, je sais pas comment tu fais pour te mettre face cam. Déjà, rien que ça. Tu vois, c'est le plus dur. Je crois que c'est le truc qui nous revient le plus, c'est mais moi je veux pas qu'on me voit, ou je veux pas me montrer, ou je sais pas quoi faire. Mais est-ce que tu penses que du coup il y a une opportunité pour des gens qui ne voudraient pas se montrer justement, mais qui pourraient quand même apporter du contenu, de la valeur? Je vais dire oui et non. Oui, parce que c'est du contenu créé. Le problème aujourd'hui, c'est que ça personnifie pas. On a besoin aujourd'hui, et toutes les grandes marques personnifient la marque. Des grandes marques comme Nike, etc. Pourquoi il y a des égéries? Parce qu'on a besoin de mettre un visage derrière quelqu'un. Steve Jobs l'avait très bien fait avec Apple à l'époque. C'était Steve Jobs et Apple. Pas Apple et Steve Jobs. Et ça, c'est très fort. Bill Gates, Microsoft, pareil. Bill Gates, Microsoft, pareil. Elon Musk, Tesla. C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réussir sur les réseaux sans se montrer. Mais à mon sens, aujourd'hui, s'il y a 2 voies, une autoroute et une route de campagne qui met 5 heures de plus, c'est le prix à payer. Ok, très et clair. qui, en fait... qu'est-ce qui dérange vraiment dans le fait de se montrer? C'est ça plutôt, je pense qu'il faut aller creuser un petit peu là-dedans. Le jugement, je pense.
Le jugement, le regard des autres, c'est dur, les réseaux sociaux. Très dur. Mais si je peux vous rassurer ou pas du tout, ils jugeront quand même. En fait. Oui. C'est-à-dire que soit on ne sait pas du tout qui c'est à la Daft Punk, et là, ça peut être intéressant. Il y a quelqu'un qui fait ça, je ne sais pas si tu as vu, qui fait croire qu'il est en 2055. Ah ouais, non. Extraordinaire sur TikTok et Instagram, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, il filme plein d'endroits sans personne. Ah ouais. Et il dit qu'il est dans le futur. Ah ouais. Incroyable. Et on ne le voit pas. Trop drôle ça. C'est vraiment cool, le concept est super, on ne le voit pas. Maintenant, tout dépend de l'objectif. Si c'est aujourd'hui pour être créateur de contenu et devenir créateur de contenu et donc monétiser ses contenus, sans qu'on vous voit, j'y crois pas. Ça passe par montrer j'y crois pas. Ta ganache. Je suis pas le meilleur du monde entier, machin, mais j'y crois pas. Ok. En fait, on n'a pas de modèle. Donc ça, c'est un premier conseil, c'est déjà peut-être se montrer. Faut qu'on vous voit. Enfin, bougez-vous le cul, quoi, déjà. Enfin, en tout cas, sortez le téléphone de votre poche, mettez-le en face de vous et montrez-vous. En fait, si on peut comparer même à... Aujourd'hui, on se crée une difficulté aussi, tu sais, où je trouve qu'en 2024-2023, le manque de confiance en soi, c'est un concept. Ouais. Tout le monde dit « j'ai pas confiance en moi ». Tu vois, c'est devenu... Après, il y en a qui ont énormément confiance en eux. Il y en a qui ont trop confiance. Beaucoup trop. On a les coachs ensemble dans la tête 2.0. Ah oui, Crypto, ah oui, le coach. Coach, ça, c'est le métier. Métier 21e siècle, c'est coach. C'est incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est un peu un concept où parce qu'on a peur de faire quelque chose ou parce qu'on n'y arrive pas ou parce qu'on pense qu'on n'est pas bon, on dit « ah mais moi j'ai pas confiance en moi » ou « moi je suis machin ». En fait, je trouve que c'est un peu bullshit ça parce que c'est mon avis, après ça reste ça, mais il faut juste se bouger. Tu sais, les gens disent « moi j'ai un blocage, il faut que j'aille voir quelqu'un ». En fait, moi aussi je l'ai et c'est juste que je fais le petit pas. Bah oui. Donc il y a certains qui ont des trucs un peu plus loin, on va pas rentrer dans de la thérapie, mais je pense juste qu'il faut sortir de sa zone de confort et se mettre un petit coup de pied au cul. Et si on compare à, je sais pas ce que fait comme boulot tes parents, mais à la génération d'après-guerre, ne serait-ce que ça, je pense qu'on leur aurait dit mets-toi devant un téléphone à l'époque ou va travailler à l'usine 8-18 dans des mines à charbon. Ça, c'est difficile. Je trouve qu'on a un peu trop simplifié le c'est difficile aujourd'hui. Je dis ça peut-être parce que maintenant je suis à l'aise sur les réseaux, mais je l'ai pas été. J'ai pas démarré en étant à l'aise sur les réseaux. Je pense que tes premières stories que tu as fait quand tu as démarré dans l'IMO, t'étais pas à l'aise. Non. Clairement. Et moi aujourd'hui, je déteste regarder mes vidéos YouTube, par exemple. Je déteste entendre ma voix. Mais celle d'avant ou toutes, j'aime pas. J'ai du mal à entendre ma voix et à me voir. Je sais pas pourquoi. Ça me fait ça, moi, quand. Moi, du coup, j'entends souvent ma voix via le podcast parce que dans nos bureaux et tout, quand. Laura et Julien, que je salue, montent les épisodes, j'entends les trucs où tu vois, ils me font. Et en fait, alors devant eux, je suis absolument pas mal à l'aise parce qu'en fait, je sais qu'ils m'entendent toute la journée, donc voilà. Mais dès qu'il y a une autre personne extérieure et c'est là que ça me met mal à l'aise. M'entendre tout seul, ça me dérange pas. Mais m'entendre quand il y a d'autres gens dans la pièce, je suis pas bien. Je te jure. Non, mais vraiment. Je me dis, mais tout le monde va me juger, mon truc. Je me dis, oh putain, j'aime pas ça. Nous, aujourd'hui, tu vois, même à mon échelle, en toute humilité, quand je dis ça, quand je suis à table avec des copains, par exemple, et qu'il y en a un qui regarde ma story en voix, avec la voix, je suis gêné. Parce que, alors qu'en fait, tu vois, des fois, on fait 70 000 vues en story, donc il y a 70 000 personnes qui ont potentiellement entendu ma voix. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Je ne ferai pas de story, on va tous les deux manger à midi. Je ne ferai pas de story avec ma voix en parlant, machin, au restaurant. Ça, je ne sais pas le faire aujourd'hui. Pas parce que c'est pas vraiment la peur qu'on juge, mais je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Mais bon, après, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour revenir à ta question de tout à l'heure, il faut se bouger et il faut faire. Point. Faites. Et puis après, vous ferez du bien, vous ferez du pas bien, ça marchera pas. Mais en fait, il faut bien démarrer. Tu penses que le troisième conseil qu'on pourrait donner, c'est l'abnégation ? Continuer. Ouais, jusqu'à que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de règle. J'ai un jeune qui rénove, Polo et Lulu d'ailleurs, il s'appelle. C'est rigolo qu'il s'appelle Paul. Il a démarré en octobre, ses réseaux sociaux. Il a 170 000 personnes aujourd'hui. Ah ouais. On est en mars. Ok. Ça peut être dû à quoi, tu penses ? Comment tu identifies ? Nous, c'est ce qu'on va parler dans la formation avec ce qu'il a fait. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est un couple qui rénove, ils sont mignons. Enfin, ils sont mignons. Ils sont mignons, pas parce qu'ils sont beaux, on s'en fout. Oui. C'est un couple qui rénove. Si t'es beau gosse, c'est plus facile. C'était beau gosse. Je suis presque à 300 000 abonnés. Qu'est-ce que je te jure que c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. C'est pas malheureux en fait, comme à la télé. C'est pareil. On est sur des métiers visuels. Oui. Donc forcément, c'est plus agréable de regarder une belle personne te parler que quelqu'un qui est moche. Non, mais je suis désolé, mais c'est vrai. C'est que je pensais à Jar Jar Binks là, tu sais, dans Star Wars. Ah non, putain, je suis pas Star Wars du tout. Je connais pas. C'est un gros lézard énorme. C'est sûr que c'est plus agréable à regarder. Si vous êtes un lézard, ça le fait pas. Bref, tout ça. Le troisième conseil, c'est de faire. Je sais même plus où on était jusqu'à que ça marche, mais ah oui, Polo et Lulu, pardon. C'est un couple, ils rénovent, ils ont un projet qui est beau, mais qui est pas
c'est beau, mais c'est pas, tu vois, un truc de 400 mètres carrés avec de malades avec une vue exceptionnelle et tout. C'est mignon. On les voit tous les jours. Ils sont eux-mêmes, ils sont simples, ils sont naturels et il y a du contenu. Ok. Et c'est pas réfléchi à le plus beau contenu de la planète. C'est du contenu, il y a de la voix off, ça marche. 170 000 personnes en 7 mois. Putain, c'est balèze. Avec, ils ont un bon engagement. Tu vois, on en discutait, ils font du... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, mais la dernière fois, ils font du 20, 30, 40 000 vues en story. Ok. C'est énorme, Ouais. en peu de temps. Ouais. Parce qu'il y a le combo gagnant aujourd'hui de proximité. Tu vois, ils n'arrivent pas à dire c'est nous qui rénoverons, machin. Ils sont proches de tout le monde et ça marche. Ouais, se mettre au niveau des gens qui te regardent, je pense que c'est intéressant pour qu'on puisse s'identifier à toi aussi. Ouais, c'est ça. Et montrer qu'en fait, on est tous normaux, qu'on ait du monde sur les réseaux ou pas sur les réseaux, on s'en fout. Okay. Si on a rénové, on a pu le faire, vous pouvez aussi en fait. Bon, fort de justement toute cette expérience que tu as accumulée, tu as combien d'abonnés aujourd'hui ? On est à 270 000 sur Instagram, à l'heure où je te parle. 320 000 sur TikTok. Ok. Et 45 000 sur YouTube. Sur YouTube. Ok. Et Déborah, pareil, communauté Déborah, elle a un équivalente. poil. YouTube, c'est tous les deux. Ouais. TikTok, elle fait pas, elle. Ouais. Moi, TikTok, j'appelle ça un peu le réseau pour abrutis. Quand j'ai besoin de ramollir mon cerveau, tu sais, je me dis vraiment, je fais un truc en live. Des fois, je te vois faire des trucs sur un parking en live. Tu vois. Je ramollis ma tête. Ouais, okay. Et Instagram, elle est pas loin, elle est à 200 000 là, je pense. Donc on est. Okay. Ouais, donc grosse communauté à vous deux, donc fort de cette expertise à la fois la sienne, parce que déjà ce qui est bien c'est d'avoir l'expertise homme, l'expertise femme, parce que dans le monde de la rénovation, tu vois, c'est deux choses différentes. On sait que le monde de la rénovation c'est assez machiste, que tu vois les femmes ont toujours du mal à se faire entendre, moins en moins, mais on part de très loin. Vraiment on part de très loin, donc c'est encore le cas. Donc tu as cette double vision. Tu as la vision où tu as progressé naturellement, parce qu'au final c'est ton travail qui a payé. Moi, la question que je me pose, franchement, souvent quand je regarde vos contenus qui sont quotidiens, vraiment archi quotidiens, et c'est pas de la... Tu vois, je veux dire, prendre son téléphone, comme tu dis, se filmer au resto, coucou, salut, machin, ça prend 3 secondes, c'est facile, et franchement, si t'es pas trop exigeant, tu utilises le truc d'Instagram et ça se fait une minute max. Et voilà, bon, moi, j'aime pas ça, tu vois, donc je remonte toujours un peu, j'aime bien quand c'est quali, je coupe les machins, tu vois, voilà. Mais c'est peut-être aussi le côté un peu podcast, tu vois, qui est plus solennel, plus formel et tout. Mais je me dis, déjà, comment tu fais pour dormir ? Et non, mais il y a ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu vas saturer ? Je sais pas, parce qu'en fait, on a produit beaucoup de contenu au début. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus soft. Il y a beaucoup de demandes, par exemple, en message, etc., etc. Mais en fait, en termes de production de contenu pur et dur, je trouve que c'est presque plus facile maintenant. Vu qu'on a la communauté, la visibilité, et que surtout, on a l'expérience, c'est un peu comme si je te disais, si je le compare à l'IMO, est-ce que c'est pas plus facile pour toi aujourd'hui d'acquérir un bien maintenant que tu en as 150 ? Oui, c'est sûr. Et en fait, on dirait, ouais, mais ça fait encore un autre à gérer, etc. Mais en fait, tu as acquis tellement d'expérience depuis que ça te coûte moins, en fait, personnellement, je parle. Et donc, en fait, sur les réseaux, la saturation, elle est plus sur la fatigue de l'ultra-proximité, qui peut être un peu difficile des fois à gérer, à répondre et tout. Quand t'aimes ça, c'est dur. Si tu t'en fous des gens, en vrai, ça coûte rien. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais pas comment tu fais pour répondre à tout le monde, alors que moi, avec mes pauvres 4000 abonnés, désolé. Désolé, les gars. Non, mais je vous adore, en fait. Mais vous n'êtes pas pauvre. Quand je dis, je dis avec ma pauvre communauté, dans le sens où elle est toute petite, quoi. Et franchement, des fois, je suis hyper sollicité. Je me dis, mais comment tu fais ? Alors, il y a deux choses. La première, déjà, c'est que moi, c'est mon métier. Ouais. Toi, non. Toi, tu as d'autres métiers à côté, avec un d'autres, S. D'autres métiers à côté. Ouais. Donc déjà, c'est un point plus facile. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que... Il n'y a pas de deuxième raison, en fait, j'allais te dire, c'est que c'est une habitude à prendre après. Ouais. Et aujourd'hui, le seul tristesse, entre guillemets, que j'ai, c'est que je sais que plus ça va évoluer, moins je pourrai répondre aux gens. Bah ouais. Et c'est ce que j'aime, moi, dans les réseaux, depuis le début. C'était, tu vois, jusqu'à presque 200 000 abonnés, je répondais à tout le monde, tout le temps, tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et je suis presque deg parce que j'aime bien, en fait, cette relation. Je trouve ça fun de... T'as des gens qui rénovent et qui galèrent à poser un truc, qui te posent la question, ou on a 99,9% de gens qui sont adorables. Et c'est vrai que des fois, quand t'as quelqu'un qui, lui, prend le temps de t'écrire pour te dire « c'est trop beau ce que t'as fait, félicitations », en fait, je trouve que dans ma vision des choses, pas lui répondre, c'est presque lui manquer de respect. Complètement d'accord avec toi. Et du coup, c'est plus ce truc-là, je me dis, en fait, il a pris le temps de m'écrire pour me féliciter, et moi, j'ai pas le temps de lui donner quelque chose. Tu vois. Donc, c'est plus ce truc-là où je te dis, je pense, si tu t'en fous des gens, tu t'en fous, tu peux avoir 1 million d'abonnés, c'est pas grave.
Mais quand t'en as beaucoup, je pense que ça doit être difficile de... Enfin, je pense, je le sais du coup, de pas pouvoir répondre. Après, au niveau qualité et contenu, ça prend du temps, c'est un métier, ça demande de former, de filmer, etc. Mais c'est moins prenant qu'au début ou quand t'es dans la fusée qui monte, où là, il faut vraiment envoyer la sauce. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une très bonne visibilité. Donc même si on sort qu'un réel par semaine, par exemple, on sait on a la formule magique pour que ça marche. La baguette entre guillemets, et des gens qui aiment regarder. Donc en fait, tu sais les réseaux comment ça marche, hein, ça diffuse à une partie de personnes, si ces gens la regardent, ils diffusent à une autre, puis à une autre. Et en fait quand t'es suivi, c'est viral, hein, c'est viral. Bah, si c'est le principe d'un virus. C'est exactement la même chose, mais vu qu'on est suivi de base et que les gens accrochent au projet, quand on leur sort quelque chose de, c'est pas bien ce que je veux dire, mais même moyen, ils regardent. Et du coup en fait ces gens-là qui regardent, ça nous donne de la visibilité. Donc nous on aime le quali, mais tu vois, tu disais la chance d'avoir une femme, un homme. Les réseaux sociaux de Deb et moi n'ont rien à voir. Et oui. Et ça, c'est une force pour les marques aussi, qui travaillent avec vous. Et c'est ça. Et on essaye encore plus de se démarquer vraiment. Où elle aime l'ultra quali. Tu regardes ses stories, tu n'auras jamais une mèche qui dépasse ou un truc. C'est peut-être féminin. Tu disais, toi, les podcasts très cadrés, mais c'est vrai que c'est deux types de personnalités différentes. Moi, dans les réels, je suis comme ça. Par contre, en story, par exemple, j'aime être. Moi, je sors mon téléphone comme ça, on est à la maison ou machin, j'ai les cheveux comme ça, il n'y a rien qui range à la maison. J'aime ça, que Deb, quand elle va faire une story, elle dit attends, il faut que je range, elle enlève le petit truc. Le setup. Moi, j'ai filmé les rushs de la vidéo YouTube qui sortent dimanche. Deb, elle va la voir, elle va être deg. Je filme le garde-corps, il y a des verres sur la table et tout, parce que je suis comme ça. Donc je pense que les deux marchent. Homme-femme, ça amène une force différente parce que les femmes et les hommes sont différents. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur ça. Il y a des trucs que vous faisiez vous et que vous sous-traitez maintenant? Ouais, j'ai quelqu'un sur YouTube et TikTok qui m'aide à répondre aux commentaires. Qui justement, en fait, je check moi et on fait un point de temps en temps. Parce que pour le coup, je voulais vraiment avoir une proximité et des réponses à fond. Donc, je suis obligé de le déléguer. Après, et une agence qui gère toute la partie collab. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça. Et un monteur vidéo pour les vidéos YouTube. Ah, donc tu as un monteur vidéo, c'est pas toi qui montes tes vidéos YouTube? Non, je peux plus. Tu l'as fait? Je l'ai fait un an. Horrible. Chaud. Hein. Horrible. En fait, c'est que quand t'aimes le quali, tu t'en rends malade pour sortir un contenu quali et du coup ça te coûte trop de points de vie, c'est pas possible. C'est ça. Point de vie, coûter des points de vie, je pense que c'est pas mal pour conclure sur ce sujet. De la question, c'était est-ce que tu vas pas finir par saturer? Effectivement. Et je pense que si tu peux très vite, et il faut savoir s'entourer, et c'est toujours des barrières, mais comme dans un job en fait. Le moment où t'es trop gros pour être tout seul, mais pas assez gros pour être deux. Mais tu te mets des garde-fous en termes d'horaire, par exemple? Est-ce que je réponds pas? Non. Alors, je faisais. Là, en ce moment, vu que je suis vraiment sous l'eau, que j'ai beaucoup de boulot, tu peux pas. Non, je peux pas. C'est ça. Là, il faut que je finisse le job, mais comme on attaque l'extérieur, il y a plein de projets en même temps. Dès que j'ai restabilisé ça, tu vois, je me laisse vraiment l'été. Une fois que j'ai fini ça, je remets garde-fou, gestion, carré, etc. C'est obligé, sinon c'est ingérable. C'est le sprint, en fait, tu sais. Mais ouais, mais tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent à ma femme, Sabrina, si tu m'écoutes. En fait, c'est que elle me reproche souvent, tu vois, de pas mettre un stop. Et en fait, moi, je pourrais travailler à l'infini parce que j'ai à l'infini de projets. Et c'est ça qui est compliqué, parce que si tu le fais pas, tu ne délivres pas, et donc ça n'avance pas. Je suis d'accord. Tu vois, c'est pas possible. Par contre, ton équipe à toi, bon, moi j'ai la chance, on a une équipe, on est un peu plus d'une dizaine. Si l'équipe, elle décide de s'arrêter le vendredi à 18h, moi je peux pas aller à l'encontre de ça, et c'est bien normal, tu vois. Voilà, il faut bien qu'ils aient, voilà. Et puis parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit, puis parce que voilà, ils n'ont pas le même sens du sacrifice, parce que c'est pas leur boîte et compagnie, et c'est bien normal. Même s'il y a des gens plus engagés que d'autres et tout ça, dans toutes les équipes, c'est voilà. Mais si moi je le fais pas, personne du coup va le faire à ma place. Donc je suis obligé de le faire. Et oui, ça me coûte des points de vie, je le sais, c'est sûr. J'ai déjà eu des soucis de santé à plusieurs reprises, tu vois, voilà, et je le sais. Mais en même temps, c'est mon moteur. J'ai pas le choix. C'est ton moteur et c'est un peu notre prix à payer aussi pour avoir une vie différente. Demain. Tu vois, une vie différente demain aussi. Non, parce que moi, c'est beaucoup ça quand même. Hein. Et on est tourné futur après. Moi, c'est beaucoup de sacrifices instantanés pour voilà. Mais je me dis, ce demain, il faut que j'ai quand même la santé pour le vivre aussi. Donc, tu vois, il faut arriver à trouver un équilibre. On se dispute beaucoup avec Deb sur ça. Moi, je suis beaucoup dans le projet. Il faut avancer sur la formation, il faut faire ceci, il faut faire cela le soir et machin. Et elle est beaucoup dans le lève le pied, on a le temps, etc. Et en fait, c'est très difficile, je pense, du coup, de ce que tu disais, pour nous qui sommes ultra dans... C'est ça qui nous fait manger, enfin, qui nous fait vivre, en fait. C'est notre moteur de lever le pied. Et des fois, tu te dis, je lève le pied, mais c'est toujours pas fait. Il y a une chose qui pourra vous faire lever le pied, c'est un enfant. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est ça, c'est le prochain truc, mais c'est vrai que c'est quand même la question qui se pose de...
Est-ce que c'est le bon moment? Tu vois, je sais pas, en fait, il n'y a pas de réponse à ça, je pense. Ouais. Mais ouais, c'est difficile. Quand t'es moteur, quand t'aimes quand t'aimes bosser, c'est difficile de t'arrêter. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler de ta formation? Parce qu'en fait, je me suis un peu égaré, c'est-à-dire que je commençais par, fort de toute cette expérience, Deb et toi, machin. On est parti à faire un enfant. Donc, fort de toute cette expérience que vous avez, Deb et toi, est-ce que vous êtes prêts à faire une formation pour avoir des enfants? Le bordel, tu sais. Le podcast est mal monté, tu sais. Et comment on fait les bébés? Est-ce que tu peux nous expliquer? Elle n'allait pas là, cette séquence. Donc, du coup, t'as monté. C'est Deb et toi ou toi qui as monté la formation? Deb et moi. Okay. En fait, si tu veux, nous, dans la partie marketing de réseau, on a formé des gens pendant 10 ans sur les réseaux sociaux déjà. Comment utiliser ces réseaux sociaux pour vendre. Ouais. Donc ça, on savait le faire déjà avec toutes les méthodes qui allaient autour. On avait une équipe, tu vois, de je sais plus combien on a fait au plus gros, mais peut-être 4 ou 5 000 personnes qu'on accompagnait quotidiennement. Et là, maintenant qu'on s'est mis sur les réseaux sociaux, vraiment en tant que créateur de contenu, on s'est rendu compte en fait que tout ce qu'on a appris, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Ouais. Et il y a le deuxième, c'est une bagarre, c'est pas bien de se battre contre quelque chose, mais aussi beaucoup de formateurs en création de contenu qui n'ont pas qui n'ont jamais fait. Ça, c'est l'appelé du domaine de la formation de manière générale. Comment réussir en immobilier sans avoir fait d'immobilier. Beaucoup de voilà, ouais. Non mais c'est ça, beaucoup de gens qui ne partagent pas une expertise et une expérience, mais qui partagent juste de la théorie bateau que tu peux trouver sur Google en 3 minutes, quoi. C'est ça. Et ça marche. Ok. Donc vous, c'est pour ça que je disais fort de votre expertise. Voilà. Vous avez bâti quelque chose. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'en fait, le but de pouvoir former les gens en fait aujourd'hui, c'est aussi de leur permettre tout ce que nous on a pu avoir comme avantage, mais aussi de créer une force. C'est-à-dire que si aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu sont formés, on aura plus de poids vis-à-vis des marques, des meilleurs négos, des meilleures façons de travailler. Parce qu'aujourd'hui, si un créateur de contenu sait que son contenu vaut 4 000 € la story, sans que ça choque personne, hein, aujourd'hui, ça peut être des tarifs qui existent. Ouais. Mais à côté de ça, s'il y a un créateur de contenu qui n'est pas formé, mais qui a de la visibilité, qui va se vendre à 500 €, eh ben, le problème, c'est que du coup, ça baisse les tarifs de tout le monde. Oui. Alors que la vraie valeur, tu vois... Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est vraiment ça. Et une envie de... nous, on a pu rénover, on a fait plein de projets grâce à ça. On a envie de le partager et on voit des beaux projets de gens. On sait que s'ils étaient sur les réseaux, ils pourraient en vivre, ils pourraient vivre de leur passion, ils pourraient rénover, ils pourraient aider d'autres personnes à le faire. Ça crée un autre... Et sortir un petit peu de... Je vais l'appeler comme ça, à la comment il s'appelle, à la Cédric Anissette, mais un peu quitter aussi cette rat race ou cette matrice, j'aime bien ce mot-là, moi. Je sais pas si tu suis Andrew Tate. Non. Ouais, il est un peu... C'est qui? Andrew Tate, c'est un mec qui est sur les réseaux, mais un peu trop misogyne, très machiste, etc. Mais qui est très business. Très, 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 très business et provoque. Et lui, il appelle ça la matrice, en fait, du sortir un peu du 1 200 € par mois à vie, c'est normal. Tu vois? Et il y a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, et nous, on le voit sur les réseaux, qui nous disent « Ouais, mais moi, avec mon salaire, j'arriverai jamais à faire ça. Ouais. » Et ils ont raison. Ouais. Mais parce qu'en fait, il existe une autre voie. Ça ne veut pas dire d'être tous indépendants, c'est pas ce que je dis, mais il existe un virage à prendre qui demande peut-être un peu plus de travail pour monter un échelon, gravir les échelons, gagner plus d'argent, changer de job, sortir un business à côté, etc., qui permet de sortir de ça. Et je pense que les réseaux sociaux peuvent être une porte de sortie aujourd'hui pour beaucoup. Ok. Et une fois que tu as du réseau, après, tu fais ce que tu veux en plus. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans cette formation qui pourrait aider les gens? Alors nous, on fait une formation déjà théorique basique sur toutes les bases. Les applications à voir, la vision au niveau de l'industrie des réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Quand tu dis application, c'est les outils? Les outils, ouais. Alors, les outils à avoir pour utiliser les réseaux sociaux. Alors, nous, on se moque beaucoup, mais on dit déjà il faut un iPhone. Ouais. On se moque, ça marche pas avec un Samsung Galaxy? Franchement, c'est le début de la formation, je crois. Ouais. Acheter un iPhone. Ouais, ok. On se moque, mais c'est parce qu'en fait, une story iPhone, une story Samsung, tu le vois tout de suite. Par contre, de mémoire, on avait parlé de ça rapidement le premier épisode qu'on avait fait ensemble, t'étais pas très stabilisateur. Alors, j'étais pas très stabilisateur à côté par rapport à la difficulté de mise en œuvre. Ouais. En fait, un iPhone, tu as un capteur stabilisé c'est une stabilisation numérique, mais qui fait le job. Okay. Tout dépend évidemment si tu me dis que tu fais du rallye en voiture, t'exagères un peu quand même. Mais donc, iPhone obligatoire. Donc, on va donner tous les outils, toutes les bases, qu'est-ce qu'il faut prendre pour se former. Et après, on va donner comment on fait une belle story, comment on fait un beau réel, comment on fait des beaux TikTok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va aller aussi sur comment monétiser ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta communauté, comment tu fais pour la monétiser. Donc, tu vas avoir la partie UGC, on en parlait tout à l'heure. Tu vas avoir la partie créateur de contenu, mais tu vas aussi avoir la partie vendre quelque chose. J'ai quelqu'un que moi je suis, qui est pour moi le meilleur exemple de ça, qui s'appelle Roro Cuisto. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu passer sur les réseaux. Elle fait de la cuisine. Ouais. C'est peut-être pour ça alors que je sais pas. Elle fait pas des cuisines. Ouais. Nous on fait des cuisines, mais je fais pas la cuisine. Et en fait, pour moi, elle a fait exactement ce qu'il faut. Elle a créé une identité vis-à-vis d'elle.
Une fois qu'elle a fait ça, donc une image où on la reconnaissait, elle a développé à mort ses réseaux sociaux à fond. Et derrière, elle a sorti une newsletter avec des recettes et un petit abonnement pour avoir des recettes toutes les semaines, 5 euros par mois, un truc comme ça. Ouais. Magnifique. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Là, elle sort une chaîne YouTube. Derrière, elle enchaîne avec une agence. Donc, en fait, elle est partie de... Je veux dire, si tu as un schéma de exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour faire, elle l'a fait. Ok. Et je ne sais pas combien elle a d'abonnés à ce newsletter, mais quand elle l'avait partagé une fois, je crois qu'il y avait 1000 ou 1500 personnes. Ouais. 5 euros par mois. Ouais. 7500 euros par mois pour faire des recettes. Enfin, je minimise pas le travail, attention. Mais donc tout ça, on va en parler justement avec des interviews. Après, c'est la force des nombres aussi. Hein. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça, tu peux vite aller sur du nombre important. Enfin, des nombres importants, pardon. Et donc, du coup, ça va vite avec un petit produit, un petit panier moyen, ça peut aller très vite. Andrew Tate, le gars dont je te parle tout à l'heure, il a un abonnement à 50 euros par mois qui t'offre en fait plein de choses, de l'immobilier, de la crypto, vraiment, du développement personnel. C'est vraiment une grosse plateforme pour sortir de la matrice. 50 euros par mois, 200 000 souscripteurs. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. On est sur du 10 millions. 10 millions, hein. 10 millions. 10 millions mensuels. Ouais, c'est monstrueux. Donc en fait, ouais, mais c'est du dollar. mais c'est aux États-Unis. Mais pour le coup, oui, c'est en anglais, donc potentiel de personnes beaucoup plus ouvertes qu'en France. Oui, ça, c'est sûr. Mais si tu le fais la même chose à 50 euros par mois avec. Oui, puis tout le monde n'a pas besoin de 10 millions parce que savoir comment les cramer quand même. 1000 personnes à 50 euros par mois déjà. On a 50 000 euros par mois. En termes d'argent, on est sur du gros cash quand même, sans compter tout ce que tu peux développer avec. Bref, tout ça pour dire qu'on met tout ça dans la formation et nous, on veut pousser le truc où on va faire 2 visioconférences par mois. Pour tous les gens qui sont dans la formation, pour du vrai travail qui seront compris dans la formation. On va avoir un groupe communautaire pour que les gens puissent s'entraider, s'y donner des idées. On va avoir un canal, là c'est ce qui va sortir du coup. Le prochain truc qui sort là, c'est un canal gratuit pour le coup, où je vais donner du contenu. Je vais donner les réels qui marchent. Donc là on n'est pas dans la formation, on est un canal accessible à tout le monde. Ouais, je vais faire ça avant, alors qui sera à la suite. Là je l'ouvre volontairement pour montrer tout ce qu'on peut faire. Après je le garderai que pour les gens dans la formation parce que je n'en sortirai plus après du contenu pour tout le monde. Mais là, je vais ouvrir justement pour donner faites ce réel avec telle musique, ça marche. Tel type de story, des idées pour commencer et pour montrer aux gens en fait que y a une vraie chose à apprendre. Il y a des vraies choses à apprendre et qui marchent. Comme on reparlait de la cuisine, pour faire un poulet au curry, il y a un ordre à faire. Si tu le fais pas comme ça marche pas. C'est pas bon. Des crêpes, si tu mets le sucre et que tu mets pas d'œuf, c'est pourri. J'en sais rien en fait. Mais non, mais je pense que oui. Mais moi qui cuisine pas trop, je pense qu'effectivement. Il y a une recette, si tu la suis, ça marche. Et en fait, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une chose et il y a quelque chose à exploiter sur les 5 prochaines années. En fait, il n'y a pas assez de créateurs de contenu par rapport aux besoins des marques. La télé aujourd'hui, c'est mort. On va dire que toute l'advertising, si je dois le dire en anglais, toute la partie communication et budget publicitaire, ils peuvent pas le dépenser. Parce qu'on peut plus le dépenser à la télé parce que ça vaut une fortune et ça rapporte rien. Il y a de l'image de marque, blablabla, on va pas parler de ça. Mais par contre, en face, il n'y a pas les créateurs de contenu. Il y a 10 créateurs de contenu dans la réno, très bon, c'est très bien, magnifique. Il y en a 10 dans la food, ok. Mais les marques n'ont pas besoin que de gros. Les marques ont besoin des plus petits créateurs, des moyennes, des très gros, des égéries énormes. Comme une série, en fait. Dans une série TV, tu as la star et tu as tous les autres autour. Ils sont tous utiles. Sinon, la série, elle n'existe pas. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a quelque chose à exploiter à 3 millions de %. Et nous, notre but, vraiment, c'est de créer une vraie communauté de gens dans les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup sur la réno, parce que c'est ce qu'on maîtrise, mais on va aller sur la food, on va aller sur plein de domaines, on va aller sur les artisans. Aujourd'hui, il y a... Clairement, alors là... Aujourd'hui, j'aimerais presque être artisan, tu vois. Il y a une fille là qui fait du carrelage, qui est hyper connue. Kelly. Kelly, ouais, c'est ça. Kelly, c'est pareil, elle a ce qu'il faut, exactement tout ce qu'il faut pour que ça marche. En plus, je vais dire, c'est pas du marketing, elle est adorable, on discute beaucoup avec Kelly. Elle attend un enfant. Ah ouais? Ouais, elle va être maman. Donc, elle personnifie encore plus le truc de la maman, Carleuse, qui fait de la réno, qui est mignonnette, avec son chéri. Il y a tout ce qui marche. Et elle a 2 millions ou 2 500 000 personnes. Ouais, c'est fou. C'est fou. Pour du carrelage, quoi. Putain, moi, je suis portugais, tu vois. Ça faisait pas rêver moi. Ça faisait pas rêver mon père, il a pas fait carreleur, tu vois. On parle du carrelage dans la voûte, tu vois. Non, mais en fait... Tu sais qu'il y en avait ici, genre couvert de moquettes pour l'acoustique. Je veux pas de carrelage. Je veux pas de carrelage. Je suis pas portugais, ça résonne trop. Et du coup, on dit n'importe pas. Ce podcast est vraiment... Non, mais en soi, les gens qui me connaissent le savent, je suis vraiment portugais, ça se voit, j'ai la barbe en ce moment et tout, tu vois. Ça. On est parti. Mais tout ça pour dire que dans les artisans, un artisan sur les réseaux sociaux aujourd'hui fait la diff. S'il est bon. S'il est bon dans son métier, il fait la diff. Déjà, s'il a une page Google My Business, il fait la diff. T'imagines ? On en est là. Moi, j'ai des artisans, ils ont pas de site. Tu peux pas les joindre. Que le portable. Ils répondent pas.
C'est simple, tu veux les appeler, tu peux pas les avoir, donc tu peux pas les mettre sur des chantiers. J'ai un ami à moi qui est Morad, il s'appelle Comme un Pro, son Instagram, à Montpellier. Il est très fort sur les réseaux, il a des chantiers en pagaille, et du coup tu peux sélectionner tes chantiers, augmenter tes prix. Bien sûr. Parce que les gens veulent que ce soit toi qui vienne faire les travaux quand tu es un artisan sur les réseaux. Clairement. J'ai un pote, on a peut-être parlé la dernière fois, Thomas Nuance d'eau, qui fait des lagons. Oui, je vois très bien. Qui franchise là d'ailleurs. Qu'on avait vu au Plus Event. Au séminaire sur lequel j'étais intervenu, que tu avais organisé à la Grande Motte. Exact, 2023, où aujourd'hui, il fait des lagons, les gens veulent que ce soit lui. Oui. Alors c'est bien et pas bien pour sa boîte, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il vend des piscines sur Instagram. Oui. On revient 30 ans en arrière, tu dis ça à un groupe comme Diffasure ou Des Joyaux, qui sont des très gros groupes aujourd'hui, tu leur dis tu aurais vendu des piscines sur Instagram il y a 30 ans, ils t'auraient dit mais jamais de la vie. C'est la télé ma force, tu vois. Ou c'est l'affiche 4x3. Oui. Et aujourd'hui, on va de plus en plus dans ça. Et je pense que je parle de l'immobilier, enfin je parle des artisans, mais en fait on peut parler de tous les secteurs d'activité. Il y a vraiment un business incroyable à faire. C'est vrai que, comme tu le dis, je pense pour conclure un peu cet épisode avant qu'on se quitte sur où trouver plus d'infos, comme tu le disais, les réseaux sociaux sont encore certainement sous-cotés. Et notamment, là, c'est un très bon exemple que tu viens de donner, des professions qui, comme ça, ne trouvent pas de sens à y aller. Et en fait, une fois qu'ils y sont, ils peuvent plus s'en passer parce que Alors attention, il ne faut pas non plus être dépendant des réseaux par rapport à ton business, parce que ça, c'est peut-être un truc que tu traites dans la formation aussi, mais si demain Facebook, le groupe Facebook, j'entends, Meta décide de supprimer ton compte, tu n'es absolument plus rien. Et ton business immédiatement meurt. Donc, il y a quand même un transfert de prospects et de clientèle qui doit se faire. Et tout ça aussi, je pense que c'est l'après. On en parle un petit peu justement dans la formation rapidement, en fait, sur le fait d'aller récupérer du mail après. En fait, tu attires sur tes réseaux et tu récupères de la data. Parce que le problème, c'est ça, c'est que... Alors, tu as des façons maintenant de te protéger sur tes réseaux quand même, pour pas te faire supprimer définitivement, mais ça reste méta et il n'y a pas de service client. Tu ne peux appeler personne. En fait, moi, je l'ai vécu... moi, j'ai commencé à bosser dans l'e-commerce en 2008, ça fait très longtemps quand même, et je l'ai vécu avec Google, qui est hégémonique sur le web, clairement, sur le moteur de recherche, sur le business, sur AdWords, etc. Et donc, c'est vrai qu'on cherchait toujours des solutions pour ne pas être Google dépendant. Mais in fine, tout le monde est Google dépendant, parce que même un moteur de recherche naturel, aujourd'hui, c'est Google. Donc, en fait, c'est comme ça. Et c'est ça qui est difficile. On donne les clés, justement, pour aller chercher de la data après, pour aller récupérer du mail et pouvoir le travailler différemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu es pas... Enfin, c'est Facebook, on peut dire ce qu'on veut. Meta, ils sont partout. Ouais, clairement. Pour qu'on rappelle quand même à tout le monde que donc Meta, c'est le groupe Facebook qui détient notamment Instagram, qui détient Facebook, qui détient WhatsApp et plein d'autres applications totalement intéressantes. Et Google détient YouTube, pour ceux qui ne le savent pas. YouTube est de l'application vidéo de Google. Voilà. D'ailleurs, Google Podcast, a priori, va s'arrêter. C'est déjà le cas aux États-Unis. Et ça va être YouTube Music. Voilà. Ce qui a du sens. Ce qui a du sens aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait de plus en plus de vidéos sur le podcast. Et puis on rajeunit l'image Google avec YouTube. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident en fait de se placer sur tout ça. Et c'est pour ça qu'on pense qu'apporter une formation, je vais dire quali en toute humilité, mais en fait on est passé par là. Aujourd'hui, on va pas vous partager de la théorie. On va vous partager que de la pratique tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va faire de la formation et de la visioconf. Parce qu'en fait, dès qu'il va y avoir de l'évolution, on va être dessus pour pouvoir apporter aux gens. Après, on a plein d'idées. Il y a des ateliers qui verront le jour. On a plein de choses comme ça en réel pour pouvoir aussi. Tu sais que moi, je suis partisan du réel. Pro-réel. Malgré que... Non, mais du réel... alors, du réel Insta. De la réalité. Du real life. Ouais, real life. Si on parle du Plus Event en 2 mots, c'est un événement où je n'ai pas été rentable, qui m'a coûté de l'argent. C'est un événement qu'on avait organisé, je fais très vite, sur l'entrepreneuriat l'année dernière, où tu avais intervenu sur la partie immobilier, justement, toi, parce que ton cher... collègue immobilier n'était pas venu, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais assez incroyable quand même. J'adore le réel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de rencontrer les gens. Mais aujourd'hui, d'un point de vue financier, on est dans les choux complets. Parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faut payer les hébergements, parce qu'il faut faire tout ceci, il faut louer une salle, machin. Qu'aujourd'hui, un podcast comme aujourd'hui, on fait la même chose avec 1000 personnes, ça coûte 30 000. Là, le podcast, c'est accessible pour tout le monde. Bref, tout ça pour dire qu'on va faire un peu de réel quand même, parce que j'aime rencontrer les gens. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Donc, le réel, real life, le réel sur Insta, ça marche aussi. On le sait, on le sait. Il n'y a qu'à aller sur votre tapage pour le voir. Cette formation, elle va coûter combien et comment on y accède? Parce qu'on s'était dit qu'on faisait pas plus d'une heure, tu as vu, on est déjà à plus d'une heure. Ah ouais, on a plus d'une heure déjà? Je me rends pas compte. En même temps, on a dit pas mal de conneries aussi, c'est pour ça. Après, on a galéré à mettre le setup aussi. Une heure de setup. Je fais une parenthèse quand même, c'est important.
On s'est dit, putain, il y a Laura qui s'occupe du podcast, qui était là. Il disait, mais c'est pas possible, j'ai pas le son. Et franchement, on a cherché, on a refait les branchements, les machins, des tests, vas-y, je te branche, je rebranche et tout, pas de son, putain. Et là, Paul, en génie, arrive et dit, mais est-ce que c'est pas le son de ton ordinateur qui marcherait pas? et effectivement, c'est pas qu'il marchait pas, c'est qu'en fait, le son était connecté à ses écouteurs qui étaient sur son bureau à l'étage. Donc forcément, on risquait pas d'entendre le son. Ingé-son. Donc on a perdu une demi-heure. Ouais, on a bien rigolé, on a pu discuter avant. C'était cool. Voilà. Et donc après, on va aller manger. Donc, est-ce que tu peux nous dire combien coûte cette formation? Je peux te dire ça. Alors, je te dis juste qu'au niveau de la... Je reviens sur la voûte parce qu'on rigole, je me moque en disant ingé-son. Sans faire la promo pour faire la promo, mais... c'est un lieu où j'aurais été podcasteur, j'aurais pris vraiment plaisir à travailler. Donc j'invite justement, je partagerai un peu sur les réseaux sociaux que vous voyez un petit peu. Mais là, vous ne voyez pas tout, vous, sur le podcast et la vidéo quand vous le voyez. Si vous avez envie de vous lancer dans le podcast et tout, je pense que c'est un lieu qui peut vraiment vous accueillir. Bon, bref, voilà, je rebondis pas sur ça, mais c'est agréable d'avoir des... Je suis partisan du beau. Et c'est cool d'être dans un lieu où tu te sens bien pour travailler, parce que c'est pas un exercice qui est facile pour tout le monde. Donc si déjà tu te sens bien, qu'il y a le matos et qu'il y a une équipe où... On y revient. Tu fais du podcast, tu sauras conseiller quelqu'un s'il y a besoin sur 3 trucs, machin. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le confort. Oui, parce qu'on fait, nous, avant de vendre le produit qu'il fait, comme ta formation. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais que tel micro, il est bien parce que t'as pas juste investi X milliers d'euros en disant on fait un salon alors que tu sais pas comment ça marche. Et tu sais justement aussi les joies de l'informatique où tout marche le lundi et le mardi, tu ne touches rien, ça ne marche plus. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un. Parce que tu sais, non mais blague à part, j'ai vu des concurrents qui se lançaient aussi, alors pas forcément à Toulouse, mais sur du studio 100% autonome. Mais en fait, c'est chaud. En SAV, franchement, ça va être trop compliqué à gérer. T'imagines, le mec, il réserve pendant 1 heure, il a payé upfront et tout, il a réservé, et du coup, t'arrives, ça marche pas, t'as personne. Il te faut du autonome avec quelqu'un. T'es bloqué dans un ascenseur, c'est pareil, quoi. Enfin, tu vois. Mais tu peux appeler personne en plus. Non, c'est chaud. Bon, bref. La formation, donc on sera à moins de 500 € sur la formation. Une fois que tu as l'accès, tu as l'accès. Ne me dis pas 497. 497, non, on sera à moins de 500 €. Pas 497. On fera peut-être 497,50, tu vois. Non, on sera à moins de 500 €. L'idée, c'est de sortir quelque chose à moins de 500 €. On veut proposer un paiement en 3-4 fois, tu vois, pour que ça soit largement accessible à tout le monde. On voulait pas faire non plus du 50 € machin, parce qu'en fait il y a des heures et des heures et des heures d'enregistrement, et surtout que toutes les personnes qui auront accès à la formation, ils ont accès à toute la webconf à vie. T'as pas de repaiement de mensuel ni quoi que ce soit, donc les 10 ans de formation qui suivront derrière avec les updates de formation, les mises à jour et tout, on garde dedans. Ça sera trouvable sur nos réseaux, donc là d'ici quelques semaines, quelques jours, il y aura l'accès au Telegram, etc. pour avoir toutes les infos. Ce sera le cas quand l'épisode va sortir. Exact, sur nos réseaux, direct, il y aura toutes les infos, donc ça sera trouvable facilement sur les réseaux. Et on aura, j'en parle rapido, mais on aura en parallèle quand même une formation que je vais appeler moi Etiquette, sur que quelques petits groupes de personnes qu'on va sélectionner, dans le but en fait de les prendre de zéro, de les amener au max, avec du suivi régulier, des réunions régulières, et en fait avec la possibilité de leur avoir une place en agence en sortie. D'accord, donc on est plus dans l'accompagnement là, vraiment. Là on fait une formation humain. très grande avec quand même de la webconf, etc., de l'accompagnement. Mais par contre après on va prendre un petit groupe de personnes 1 à 2 fois par an qu'on va amener de 0 à des milliers d'abonnés, avec du suivi et de l'accompagnement vraiment ciblé, personnalisé. Avec, on va même faire, je le tease déjà, mais une cohésion à la maison à la sortie, tu vois, 2 jours vraiment enfermés à bosser à fond, avec surtout une place possible en agence derrière pour continuer à en fait passer de rien à créateur de contenu. Peu importe le sujet, le marché. Peu importe le sujet. Alors, on fera de la sélection, c'est-à-dire que j'aurai pas la prétention de prendre un sujet que je ne maîtrise pas du tout et de le prendre et de le former sur ça, mais surtout ce qui va être ouvert, je vais dire IMO, réno, food. Photographie, voyage, des sujets qu'on maîtrise, artisan, sans aucun problème. Cool. Mais on fait une sélection parce que nous les premiers, on veut travailler avec des gens avec qui on va prendre plaisir à le faire. Ça va être du plus, ça va prendre beaucoup de temps. Et on veut aussi des projets auxquels on croit qu'on peut pousser à fond. Voilà. Très clair. J'ai hâte parce que c'est un truc que la formation, ça m'anime à fond. Et voir des comptes démarrer et tu vois grossir, décrocher son premier contrat, sa première collab, avant de finir, mais tu reçois ton premier mail d'une marque qui dit bonjour, c'est Chour, j'aimerais travailler avec vous, j'adore vos contenus. C'est valorisant. Tu te dis, nous, je peux le dire en toute transparence, j'ai beaucoup travaillé avec Leroy Merlin. Les 2 nanas de Leroy Merlin sont adorables, d'une agence qui travaille pour Leroy Merlin. Quand elles nous ont présenté le PowerPoint pour travailler avec nous, il y avait des photos, il y avait Nala, notre chien, c'est un petit bulldog français, en nous disant on aime trop quand c'est comme ça. C'est des filles qui sont impliquées et ça donne envie de travailler comme ça. Trop bien. Franchement, cool. Merci en tout cas pour tout ce partage.
Merci à toi. Donc on invite tout le monde à aller rajouter des followers à Paul et à Déborah. Voilà. Et à toi, Yet. Voilà. Moi aussi, mais normalement les gens qui m'écoutent là, qu'ils aillent cliquer qu'on soit sûr. Mais j'espère qu'on va ramener de ta communauté plaisir, aussi on va œuvrer pour ça. Un auditeur. Nous, on aide les gens sur ce podcast à s'enrichir déjà de connaissances. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Et puis on aide aussi les gens à s'enrichir avec de la monnaie. Comment ça s'appelle, de la moula, on dit. La moula. Ça qu'on dit en 2024. La moula. Avant, on disait des lovés à mon époque. Mais voilà, de la moula. Okay. Cool, c'est carrément cool. Merci pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Écoute, au plaisir de se recroiser à la voûte ou à la maison. Mais... Ouais, avec plaisir. Il faut que je passe d'ailleurs. Tu sais que je suis jamais venu encore. Il faut que je vienne. Ouais. Je préfère moi venir quand c'est fini. Tu vois, j'enlève mes chaussures et tout, tranquille, c'est propre. Voilà. La piscine aussi. Merci Paul, à très bientôt et merci à tous d'être là aussi, toujours fidèles au poste. Ciao, ciao.